Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV en partenariat avec France 24. En 2004, les clichés ont fait le tour du monde. On y voyait des détenus irakiens subir des actes de torture et des mauvais traitements infligés par des militaires américains. L'affaire de la prison d'Abu Ghraib en Irak a choqué l'opinion et plongé l'administration Bush dans un profond embarras. Depuis, ce complexe pénitentiaire, situé à quelques kilomètres de Bagdad, reste le symbole de l'occupation américaine en Irak. Il a d'ailleurs longtemps alimenté la propagande djihadiste, au point d'être considéré comme l'un des lieux de naissance de l'organisation État islamique. Le 21 juillet 2013, une attaque terroriste d'une violence inouïe, menée par une branche locale d'Al-Qaïda, vise la prison d'Abu Ghraib, alors gérée par les autorités irakiennes. L'assaut permet à plus de 500 détenus de s'évader, dont certains deviendront cadres au sein du mouvement terroriste naissant, aujourd'hui connu sous le nom d'organisation État islamique. Aujourd'hui, alors que les autorités de Bagdad envisagent de rouvrir le complexe pénitentiaire qui a été fermé en 2014, nos reporters Fatma Kizilboa, Hussein Assad et Vincent Roux ont obtenu l'autorisation exclusive de le visiter. La prison, livrée à l'abandon, est restée figée dans le temps. Les stigmates du passé sont intacts. Nos reporters sont donc également allés à la rencontre des habitants d'Abu Ghraib, dont le destin est lié à celui du centre pénitentiaire. Dans cette ville, les Irakiens aspirent plus que jamais à une vie normale et tentent de se reconstruire, mais ils sont contraints de vivre avec le poids de l'histoire et la menace terroriste au quotidien. De toute ma carrière, je n'aurais jamais imaginé travailler dans une prison vide. La lumière, dis-leur d'allumer la lumière. Les détenus qui se trouvaient ici se sont évadés. C'était le 21 juillet 2013. Ils se sont fait la malle et la plupart d'entre eux étaient condamnés pour terrorisme. Près de 4 ans se sont écoulés, mais la scène est quasi intacte. Une nuit d'été, un déluge de mortiers s'abattait sur la prison la plus connue d'Irak, suivi d'un assaut revendiqué par Al-Qaïda. Louaï Abdulrazak n'était pas là au moment des faits. Il a été muté directeur du complexe il y a 2 ans. Son prédécesseur, lui, a été écroué. Car selon le gouvernement irakien, l'attaque a été planifiée avec la complicité de certains membres du personnel pénitentiaire. Elle a permis à plus de 500 djihadistes de s'évader. Vous ne trouverez que le Coran. Et pourquoi? Ce sont les ordres. Le livre sacré des musulmans reste la seule lecture autorisée dans les prisons de haute sécurité en Irak. Celles où sont gardés les détenus les plus dangereux. Après leur évasion d'Abu Ghraib, certains ont rejoint les rangs de l'État islamique en Irak et au Levant, qui proclamera quelques mois plus tard l'instauration du califat sous la bannière État islamique. Mais pour beaucoup d'Irakiens, c'est derrière cette porte que les malheurs ont commencé. Les Américains se trouvaient ici, à cet endroit. Aucun personnel irakien ne se trouvait ici. Ils n'étaient pas autorisés à venir ici. Après la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, la prison d'Abu Ghraib passe sous le contrôle de l'armée américaine. Très vite, un scandale éclate. Dans ce couloir, les personnes accusées de soutenir l'ancien régime étaient victimes des pires tortures et humiliations. Un traumatisme pour de nombreux Irakiens. Les portes que vous avez vues à la télé, c'était celles-là. Quand on vient ici, ça ravive en nous les souvenirs de cette tragédie.
On n'aurait jamais imaginé qu'un pays démocratique fasse de telles choses. Aujourd'hui, les Américains ne sont plus à Abu Ghraib. Ce sont les soldats de l'armée irakienne qui assurent la sécurité dans cette région longtemps considérée comme l'un des fiefs de l'insurrection sunnite. L'autorité du pouvoir chiite est rappelée à tous les coins de rue. Mais le major Erkad assure que cela ne provoque aucune tension. Non, au contraire, on n'a aucun problème avec les habitants d'Abu Ghraib. Je vais vous dire, on sert même parfois d'arbitre pour les aider à régler leurs propres désaccords. Derrière les checkpoints, un semblant de vie normale renaît à Abu Ghraib. Depuis le lancement des opérations contre l'organisation État islamique en 2015, la sécurité s'est sensiblement améliorée dans cette ville située aux portes de Bagdad. Après des années de guerre, les habitants tentent de se reconstruire. Cette décennie noire, un homme en a été le témoin. Othman Nawaf, vice-gouverneur d'Abu Ghraib. À 39 ans, il affirme avoir échappé à 28 attentats. Mais il a toujours refusé de quitter la région. Ce matin au programme, la visite d'un village libéré de la présence des djihadistes. Nous sommes dans le village de Saadan Ouamé Saïd. Il fait partie des 43 villages qui étaient aux mains de Daesh. Tout a été saccagé. Nous sommes au cœur du théâtre des opérations et c'est seulement à 5 km du centre d'Abu Ghraib. Il y a eu des combats ici pendant plus de 2 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour reprendre le contrôle. Vous êtes tous rentrés? Oui, en majorité. Mais certains n'ont plus de maison. Les combats menés ici ont provoqué le déplacement de milliers de personnes. La plupart ont tout perdu. Dans cette région qui ne vivait un temps que de l'agriculture, posséder du bétail est devenu un signe de richesse. C'est le cas d'Omar El-Shakir. Situé plus au sud, son village a échappé au contrôle de l'organisation État islamique, mais jamais ses terres n'avaient autant été en danger. Ce qu'il possède de plus précieux, il le garde à l'abri des regards dans une cave qu'il accepte de nous faire visiter. Ça, c'est de l'urée, c'est de l'engrais. On s'en sert pour nourrir les plants de légumes. Les forces de l'ordre nous interdisent d'être en possession de fertilisants, c'est totalement illégal. On peut être puni pour en avoir. Ce sont les autorités qui en ont interdit le transport à Abu Ghraib pour des raisons de sécurité. Le nitrate d'ammonium est une substance présente dans les engrais chimiques. Bon marché, facile à se procurer. Ces fertilisants sont utilisés par les djihadistes dans la fabrication de bombes artisanales. Leur interdiction a ruiné l'agriculture de la région. Bonjour Abou Ahmed, comment ça va? Combien coûtent les tomates? 1250 dinars, voilà où on en est. On vendait des tomates, maintenant c'est nous qui les achetons. Avec ses 300 hectares de terrain, Omar compte parmi les plus grands propriétaires d'Abu Ghraib. Mais seuls 20% sont actuellement exploités. Et ce n'est pas seulement en raison d'une pénurie d'engrais. On va dans l'un de nos champs où l'eau a été coupée. Des plants secs, c'est tout ce qu'il reste. Regarde, on cultivait de tout ici. Le bétail venait se promener. Il y avait de tout, du blé, du son, de toutes sortes. Mais la coupure de l'eau nous a causé du tort matériel et moral. On a arrêté de planter ici, on n'a pas eu le choix. Une sécheresse provoquée par l'organisation État islamique dans le but d'asservir la population. L'avancée des djihadistes
a été bloqué à moins d'une dizaine de kilomètres d'ici. C'est donc en coupant le barrage qui alimente ces terres qu'ils ont réussi à faire de la ville d'Abu Ghraib un enfer. Les autorités ont aujourd'hui repris le contrôle du barrage. Mais en attendant son fonctionnement, les villageois doivent remplir des réservoirs. Une denrée vitale, délivrée 2 fois par semaine à l'aide de camions-citernes. Car depuis la chute des prix du pétrole, l'Irak traverse une grave crise économique. Le vice-gouverneur est invité à déjeuner par un clan sunnite. Et comme le veut la tradition à Abu Ghraib, du dlémillé est préparé en l'honneur de cet hôte important. Faute de financement, le rétablissement des infrastructures doit attendre. Ces hommes savent qu'ils vont devoir faire preuve de patience. C'est donc un tout autre message que vient leur délivrer Othman. Nous entrons dans la saison du choléra. L'eau que nous vous apportons est potable. Il faut être sûr que l'eau que vous buvez est propre, quitte à la faire bouillir avant. Les années de guerre ont gravement détérioré les conditions sanitaires à Abu Ghraib. Quand l'eau est venue à manquer, les habitants comme Majid ont tenté d'y remédier par leurs propres moyens. C'est le puits dont nous buvions l'eau. Et à cause de ça, on a connu la mort. Une eau impropre à la consommation qui a provoqué il y a 2 ans une épidémie de choléra. Plus de 500 cas ont été recensés et 8 personnes ont perdu la vie, dont la sœur de Majid. Elle a commencé à avoir des diarrhées pendant la nuit, à 1 h du matin. Le temps qu'on arrive à l'hôpital, son état s'était aggravé. Ils lui ont donné des médicaments et mis sous perfusion, mais ça n'a pas suffi. Elle est morte 2-3 heures après. Des efforts intenses ont permis de sauver des milliers de vies à Abu Ghraib. Avec l'arrivée de l'été, lorsque les températures dépassent les 40 degrés, l'apparition de nouveaux cas de choléra atteint son risque maximal. Le docteur Jabir contrôle le centre de dépistage qui existe dans le seul hôpital de la ville. On est en train de procéder à des tests pour voir s'il y a des symptômes de choléra. Il y a une cellule de crise pour nous informer des cas, mais pour le moment, tout va bien, rien à signaler. Chaque jour, plus de 1200 patients sont traités ici. Des prélèvements sont systématiquement effectués sur les cas jugés suspects. On effectue des mises en culture pour détecter la présence du virus. Mais il faut attendre 24 heures pour avoir les résultats. Mais cette maladie qui date du Moyen-Âge n'est pas le seul mal qui ronge cette ville où le temps semble s'être arrêté. Depuis les années 1980, aucun investissement n'a été fait à Abu Ghraib. La plupart de la population est donc au chômage. Ezzedine fait partie des rares chanceux. Il travaille dans ce garage depuis l'âge de 12 ans. Il en a aujourd'hui 21. En vérité, il n'y a pas d'opportunité de travail pour les jeunes. La situation ne leur permet pas de trouver de travail. Quelqu'un qui trouve un travail fixe est très rare. En 2007, je travaillais comme ouvrier quand j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Je l'ai ensuite embauché et il fait du bon travail. C'est un bon gars, il travaille bien. 10 heures de travail par jour pour un salaire mensuel de 200 €, qu'Ezzedine dépense dans sa seule passion, le bodybuilding. On vient ici pour oublier les soucis de la maison. C'est le seul endroit qui nous permette de nous défouler. C'est l'un des rares espaces d'activité de la ville. Ces jeunes n'ont rien connu d'autre que la guerre. Rares sont ceux qui ont poursuivi leurs études. La plupart rêvent de devenir des sportifs de haut niveau, mais là encore, l'aide de l'État manque cruellement.
Le soir, pour tuer le temps, les jeunes du quartier se retrouvent dans un café. Dans cette société conservatrice, le lieu est uniquement réservé aux hommes. C'est ça la vie à Abu Ghraib. On sort du sport et on vient là pour jouer au billard et fumer le narguilé. Une vie normale, quoi. Ce n'est pas ce que les autres imaginent. Bien sûr, ça me rend triste lorsqu'on dit du mal de ma ville, mais ces gens-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc ça m'est égal. Le destin d'Abu Ghraib a basculé après les horreurs vécues à l'intérieur de sa prison. Pour pallier au problème de surpopulation carcérale, le gouvernement irakien envisage aujourd'hui sa réouverture, ce qui laisse présager un avenir toujours incertain. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Stop à la corruption, c'était la promesse du gouvernement pro-européen qui fut nommé après la révolution ukrainienne de 2014. Depuis, et malgré les embûches, l'Ukraine a réussi à se doter d'un bureau anticorruption indépendant et opérationnel. C'était d'ailleurs une condition sine qua non pour que l'Union européenne accepte d'accorder en juin certaines facilités de visa aux ressortissants ukrainiens. Porté par le ras-le-bol de millions d'Ukrainiens face à un système de corruption profondément enraciné, le bureau anticorruption devait frapper fort, et il l'a fait. Pendant des mois, ces détectives ont tissé leur toile autour de députés corrompus. Agents infiltrés, caméras cachées, pots de vin saisis sur le vif, enregistrements accablants, les ingrédients imparables pour faire tomber les élus véreux. Pas si sûr. Regardez ce reportage signé Gulliver Krag et Elena Voloshin. Le député donne un signal et l'agent Katerina, floutée sur ces images, traverse le restaurant. Pour l'homme politique, elle est une femme d'affaires basée aux Émirats arabes unis. Son garde du corps la suit dans un salon privé où elle lui remet l'argent. Katerina, une détective du bureau anticorruption ukrainien, a filmé de nombreuses scènes comme celle-ci durant ses 9 mois d'enquête. L'objet de l'investigation, l'extraction illégale de l'ambre, un business en or qui ravage les forêts du nord-ouest de l'Ukraine. La détective campe un investisseur étranger qui veut un assouplissement de la loi. Sa couverture, c'était qu'elle voulait développer l'extraction de l'ambre légalement. Assez vite, elle est tombée sur ces deux députés, Polyakov et Rosenblatt. L'argent qu'il recevait, il promettait de l'utiliser pour influencer les représentants de différentes institutions publiques. Lorsqu'il a réalisé que cette femme avait de l'argent, il ne parlait plus que de cela. C'était assez déplaisant à voir. Et il en demande toujours plus. Pour avoir démasqué Rosenblatt, l'agent Katerina est devenu un héros. Des journalistes et des activistes ont même collecté des fonds pour lui acheter des roses.
Ces fleurs, ce n'est pas juste de la part des journalistes, mais de tous ceux qui veulent la remercier pour sa superbe opération. C'est du jamais vu. On sait bien que c'est comme ça que ça se passe, mais grâce à la caméra cachée de l'agent Katerina, désormais nous pouvons voir précisément l'étendue de la pourriture et du cynisme de la corruption quotidienne en Ukraine. Les employés du bureau, eux, sont ravis. Vous devez comprendre que Katerina travaille sous couverture, donc je ne puis garantir que les fleurs lui parviendront. Mais nous ferons en sorte qu'elle soit au courant. Mais Rosenblatt est loin d'être un fan. Lorsque les vidéos de la caméra cachée sont montrées en comité parlementaire, il clame son innocence. Ce film de fiction a été monté et retouché. Je ne sais pas de qui sont ces mots ni ces paroles. Je ne sais pas qui a fait ces doublages ni comment tout cela est arrivé. Le comité demande néanmoins au Parlement de lever l'immunité de Rosenblatt. Le jour du vote, un petit groupe de manifestants maintient la pression devant le bâtiment. Lorsque les procureurs y pénètrent, l'arrestation de Rosenblatt paraît imminente. Les officiers de la brigade anticorruption attendent déjà dehors. Je les ai vus. Ils sont suffisamment nombreux. Pourtant, dans l'hémicycle, Rosenblatt ne semble pas inquiet. Lorsqu'il monte à la tribune pour se défendre, il se pose même en victime. Toute provocation qui incite à la corruption ou pousse au crime est illégale. C'est une atteinte aux droits de l'homme. Les procureurs ont beau insister sur le fait que Katerina n'a jamais incité Rosenblatt à réclamer des pots de vin, le Parlement ne lève que partiellement son immunité. Ils n'ont toujours pas le droit de l'arrêter. Il devait savoir que ses collègues le protégeraient et ne le laisseraient pas se faire arrêter. Il peut donc continuer à venir au Parlement et mener ses petites affaires. Il peut entrer et sortir du pays librement. Mais alors ça sert à quoi de lever son immunité, puisqu'on a déjà toutes les preuves sous la main dans la vidéo? Parce que maintenant nous pouvons officiellement le déclarer comme suspect, alors qu'avant nous ne pouvions pas. Et puis ça paraît absurde, mais nous pouvons maintenant le surveiller sans mandat, ce qui nous est totalement inutile. Et voilà où on en est. Certains aspects de cette histoire me paraissent assez surréalistes. Cette histoire, Christina en a fait un article en une de son journal. Son titre est tristement ironique. 11 juillet, le jour où le Parlement a légalisé le vol et la corruption. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Nous sommes cette semaine à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le plus grand de France. Et au beau milieu de tous ces voyageurs, nous allons à la rencontre des Français qui décident de s'installer à l'étranger. Ils sont chaque année plus nombreux à choisir de faire leur vie ailleurs. Alors, où vont-ils et pour quelles raisons? Comment se passe leur retour quand ils décident de rentrer? Audrey Racine nous en dit plus. Bonjour à tous et bienvenue à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, l'aéroport le plus fréquenté de France. D'ici, les gens partent pour plus ou moins longtemps et nous avons décidé de vous parler de ces Français qui décident de s'installer à l'étranger. Ils sont chaque année de plus en plus nombreux. Alors pourquoi partent-ils? Où vont-ils? Et pourquoi des fois décident-ils de rentrer? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cette émission. Mais avant cela, quelques chiffres. Des Français plus nombreux à partir et plus aventuriers. C'est ce que révèlent les derniers chiffres du Quai d'Orsay.
Les expatriés posent leurs valises dans les régions dynamiques économiquement. Les Émirats arabes unis illustrent la tendance. Plus de 20 000 Français y résident. Des expatriés classiques envoyés par leur entreprise, mais aussi des entrepreneurs venus tenter leur chance. 2 continents ne cessent d'attirer. L'Amérique du Nord se défend bien, les États-Unis et le Canada accueillent près de 14% des expatriés. Les Français regardent aussi vers l'Océanie. L'Australie et la Nouvelle-Zélande séduisent grâce au visa vacances-travail. Mais d'autres régions n'ont plus la cote. La Chine pâtit de son ralentissement économique et de la pollution dans les grandes villes. Le nombre d'expatriés y est stable depuis 2 ans, alors qu'il n'avait cessé de grimper dans les années 2000. Mais les Français vivent surtout chez leurs voisins. Ils sont 37% à résider dans l'Union européenne. Alors pourquoi ces Français sautent le pas et sautent dans un avion, et comment choisissent-ils leur pays d'adoption? Il y a évidemment autant de raisons que de personnes, mais nous avons choisi d'en suivre quelques-unes. Regardez. Du quartier de Belleville à Paris, au gratte-ciel des Émirats arabes unis. C'est le chemin de 2 frères, Mohamed et Ahmed Ben Aïssa, français d'origine algérienne. Aujourd'hui, c'est un grand jour, l'ouverture de leur 4e boulangerie. Un succès qu'ils auraient voulu connaître en France, mais au pays, personne n'a cru en eux. Non, je pense qu'en France, il y a un système, donc c'est la politique des banques. Peut-être il y a la peur de prendre le risque. Et et je dirais quelque part, c'est le destin, quoi. Si ça n'a pas marché là-bas, voilà, aujourd'hui, ça marche ici. Rien qu'à Dubaï, le consulat de France enregistre 100 nouvelles arrivées par mois. Parmi eux, Khaled Boudemar. Il a monté une association pour aider les Français à s'installer. Comme lui, beaucoup sont issus de l'immigration. Je pense que le fait d'avoir une culture arabo-musulmane et d'avoir été formé en France et donc d'être, comme on dit ici, western educated, donc d'avoir une formation étrangère, c'est clairement un plus vis-à-vis des recruteurs. À Dubaï ou aux États-Unis, les jeunes Français viennent chercher des investisseurs. Julien a choisi la Silicon Valley en Californie pour lancer ses startups. Holidogs, c'est un Airbnb pour chiens qui permet en fait de facilement trouver un pet sitter pour faire garder son animal quand vous partez en vacances. Il a bien essayé de développer son entreprise en France, mais sans succès. Les investisseurs français disent ok, le marché est trop petit en France, il faut voir plus grand, mais quand je leur dis je vois plus grand, c'est trop risqué. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? C'est génial, c'est génial. Combien je dois mettre? Julien s'est installé dans un incubateur où, en échange de parts dans sa société, on lui apporte une aide financière et surtout un carnet d'adresses qui lui permettra de récolter les 10 millions de dollars dont son site a besoin. Mais pour cet investisseur français installé à San Francisco, la Silicon Valley est un univers très compétitif et il faut avoir le goût du risque. Le nombre de boîtes qui se plantent sur une centaine de boîtes fundées, ça va être plus proche de 70-80. Tenter sa chance à l'étranger pour le travail, ou plus simplement pour s'offrir une retraite au soleil. Joël et Mireille Bourguignon en rêvaient. Depuis 3 ans installés dans ce lotissement, ils savourent la douceur de l'hiver marocain. Ce qui a convaincu ces anciens employés de l'aviation de s'installer au Maroc, c'est le prix de la maison. 300 000 €, 3 fois moins qu'une villa équivalente dans le sud de la France. Acheter la surface en France, c'est bien, mais après, il faut vivre. Et quand on arrive à nos âges et qu'on va mettre 1 million dans quelque chose, il faut avoir ce million disponible, sinon ça veut dire que c'est reprendre des crédits jusqu'à quel âge? Joël et Myriel ne retournent en France que quelques jours par an pour voir leurs enfants. Ils l'assurent, ils n'ont jamais eu le mal du pays. Et parmi les destinations les plus prisées, Londres, plus de 220 000 Français seraient actuellement installés outre-Manche. Et si le poids de cette communauté peut être une chance, cela peut aussi avoir des inconvénients, notamment pour la scolarité des enfants. Depuis Belle-Lurette, les Anglais l'appellent Froggy Valley, la vallée des grenouilles. Le quartier de South Kensington est le cœur historique de la communauté française, mais une communauté en explosion aujourd'hui. Selon les estimations, 300 à 400 000 Français habitent Londres, soit l'équivalent de la ville de Nice.
Emblème, le lycée français Charles de Gaulle. Centenaire et prestigieux, il assure 100% de réussite au baccalauréat. Mais si vous voulez y inscrire votre enfant, vous recevrez à coup sûr cette réponse, refus de place. L'établissement est surchargé, seule solution pour y entrer, s'y prendre tôt, mais alors vraiment très tôt, comme pour la maman de Maya. Enceinte, j'avais des amis qui avaient déjà des enfants et qui m'avaient dit qu'il fallait absolument commencer à inscrire son enfant à l'école, même si elle n'était pas née. Je trouvais ça un petit peu étrange et j'avoue qu'avec la pression des gens autour de moi, finalement je l'ai fait, j'ai rempli des dossiers pour plusieurs écoles. Je ne sais pas très bien ni pourquoi ni comment, mais voilà, on a eu une place à l'école des petits et on est ravis. Mais pour d'autres, comme cette famille de 3 enfants, la rentrée a été un parcours du combattant. J'ai fait quand même plusieurs tentatives au lycée français, j'ai fait 3 tentatives. À chaque fois, j'ai eu des refus. C'est un vrai problème. Et une fois qu'on a trouvé, on est vraiment soulagé. Je crois que c'est le problème numéro 1. C'est presque plus difficile de trouver une école que de trouver un job. La communauté française a donc ouvert un nouveau lycée, le Winston Churchill, inauguré par François Hollande en septembre dernier. Nous offrons des classes depuis la grande section de maternelle jusque cette année à la seconde. Mais pour cette année, à l'exception d'un niveau, nous avons de la place dans toutes les classes. Problème réglé? Pas encore, car le nouveau lycée est à Wembley, à 20 km du centre. Rapporté à Paris, c'est comme s'il était aussi distant que l'aéroport d'Orly. Beaucoup de familles ne veulent pas y aller, sans compter le prix. Les lycées français sont certes sous contrat avec l'éducation nationale, mais ils sont payants. 9 000 € par an pour Charles de Gaulle, 14 000 pour Winston Churchill. Pour tous ceux qui ne peuvent pas intégrer le système français, il faut aller dans le britannique. Il y a des écoles publiques, mais là encore souvent des refus de place, des écoles gratuites religieuses comme celle-ci, mais il faudra être baptisé. Le prêtre de la paroisse fait les inscriptions et pointe les parents à la messe le dimanche, faute de quoi la place de l'enfant est révoquée. Restent enfin les écoles privées. Pour celles-là, il faudra passer des tests d'entrée dès l'âge de 3 ans et compter entre 15 et 20 000 € l'année. Et des fois, le mal du pays ou des difficultés dans les pays d'adoption entraînent des retours. Nos journalistes ont enquêté sur les raisons qui poussent ces Français à rentrer. Cette semaine, Debra et Dominique font leur rentrée des classes près de Paris. Tout juste arrivées du Mexique, elles vont devoir s'adapter rapidement car elles ne parlent qu'espagnol. C'est Olivier, leur papa français, qui a décidé de ce changement de vie. ¿Qué te falta? Voilà. Ah, ça va, ça lui manque la famille, sa grand-mère, ses copains, ses copines à l'école, c'est normal. Ouais. Une décision prise au bout de 11 années passées au Mexique. Au début, Olivier aime ce pays qu'il décrit comme épicurien et musical, mais très vite, il déchante. La corruption, les inégalités sociales et surtout l'insécurité le poussent à rentrer en France. On ne peut jamais sortir dans un centre commercial, aller se promener en pleine nature, sans vivre dans une certaine paranoïa. Parce qu'avec tous les actes de violence, les enlèvements... Et là maintenant vous êtes content d'être ici avec votre famille? Oui, je suis content. Je pense que c'est la meilleure décision qui soit, surtout pour mes enfants. Pour se réadapter, Olivier fait appel à l'Union des Français de l'étranger. Cette association, créée en 1927, voit de plus en plus de candidats au départ, mais aussi au retour. Devant la complexité de la bureaucratie française, l'UFE apporte des réponses concrètes aux expatriés. On a mis en place, notamment cette dernière année, des partenariats avec des entreprises, des partenariats avec des cabinets conseils, des cabinets de recrutement, des coachs, donc qui peuvent être activés soit au moment où on est rentré, mais moi ce que je conseille c'est de les activer avant de rentrer. Rentrer est aussi la meilleure solution pour certains. Après des années passées aux États-Unis, c'est en France que Paul Sidbon décide de créer son entreprise. Sa start-up propose des systèmes d'application mobile aux collectivités qui sont très structurés dans l'Hexagone. Le secteur se développe aussi en Asie et en Afrique. Nous, on intervient aujourd'hui dans des pays comme le Congo, comme le Sénégal. On travaille pour le ministère de la Santé au Kenya. On a un décalage horaire qui est extrêmement réduit. Pour une société qui démarre aujourd'hui, il est clair qu'on a un accès à des marchés qui serait absolument impossible depuis les États-Unis. Autre point fort en France, le haut niveau de formation. Ces jeunes ingénieurs développent des systèmes parmi les plus performants au monde. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore cédé aux sirènes de la Silicon Valley.
Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Depuis 1985, ailleurs, la Villa Noailles accueille le Festival international de mode et de photographie. Des centaines de participants en concours pour le prix mode, photo et depuis cette année, accessoires de mode. Des tables rondes abordent les problèmes de créativité, de business et d'industrie. Les artistes y exposent toute l'année, les sponsors s'y pressent. Bref, son influence est inégalée. Reportage. Depuis 32 ans, sur la Côte d'Azur à Hyères, la Villa Noailles accueille le Festival international de mode et de photographie, désormais incontournable. Des centaines de participants concourent pour les grands prix mode et photo. Des tables rondes abordent les problèmes de créativité, de business et d'industrie. Des artistes y exposent toute l'année, les sponsors s'y pressent. Bref, son influence est aujourd'hui inégalée. Depuis 32 ans, son fondateur Jean-Pierre Blanc n'a jamais cessé d'aimer la mode. Moi, j'ai toujours aimé la mode qui racontait des histoires. Moi, c'est celle-là qui me plaît. Celle qui fait voyager, celle qui dit des choses, celle qui nous raconte des histoires. Et moi, c'est cette mode-là que j'aime et que je défends. La mode, c'est une qualité de création adaptée à des moyens techniques importants. C'est un défi. Comment rester dans une continuité tout en se renouvelant en permanence? Et c'est aussi un message. C'est une perception très aiguë de l'air du temps et une anticipation aussi de l'air du temps, transfigurée dans une figure créative et dans un projet créatif fort. Les créateurs absorbent à la fois tout ce qui se passe et tout ce qu'ils ressentent de manière extrêmement aiguë et ensuite l'intègrent à une vision et à un projet qui est lié à leur propre identité, à leur propre personnalité. Les sponsors se pressent pour participer au festival parce qu'ils résonnent avec leurs attentes. Depuis 7 ans, le Salon français Première Vision, premier au monde en matière de tissus, mise sur le développement des carrières des candidats. Ces lauréats, nous les accueillons sur le salon en février et puis nous les guidons pour visiter les entreprises qui participent à Première Vision et ils vont pouvoir trouver des partenaires qui vont leur donner les matières premières qui vont ensuite transformer par leur talent et par leur créativité. Gagnante du Grand Prix Première Vision, la Suisse Vanessa Schindler. Son violon dingue, c'est l'expérimentation. Plus chimiste que styliste, elle a découvert l'uréthane, un polymère qui permet de souder et d'articuler différents textiles. Je m'intéresse beaucoup à l'idée de construction du vêtement et c'est cette idée de recherche moi, qui me motive vraiment à faire de la mode finalement. L'uréthane permet de figer le textile à l'intérieur de la matière, de le couper sans que le tissu ne s'effile. Ça m'a permis d'inventer un peu un nouveau vocabulaire de montage et de finition dans le vêtement. En fait, chez vous, c'est pas un atelier, c'est un laboratoire. Ouais, c'est un peu un laboratoire, c'est un peu la cuisine chez moi. J'ai besoin de beaucoup d'espace parce que je travaille à plat et donc j'ai un grand atelier en Suisse. Et c'est vrai que c'est un peu de la chimie comme ça. J'ai mes petits mélanges, ma balance et toutes mes petites techniques de bricolage comme ça pour essayer de dompter cette matière. LVMH, Chanel, Chloé. Les Griffes de mode, partenaires du festival, prônent tout un discours vantant les mérites de la jeune création. Mais leur véritable objectif, à elles comme aux candidats, est d'intégrer un projet créatif dans un business existant. C'est une opportunité formidable de faire se rencontrer un savoir-faire qui est plus que centenaire, avec des talents complètement nouveaux, innovants, et qui amènent notre savoir-faire sur le terrain de leur univers, de leur style. Donc ça nous amène en dehors de notre sphère de confort stylistique, mais au cœur de notre savoir-faire quand même, parce qu'ils travaillent avec le savoir-faire de Petit Bateau. Cette entreprise française propose donc chaque année aux lauréats du Grand Prix du Festival de créer une collection capsule. L'année dernière, le japonais Watanaru Kominaga avait enflammé le jury avec des tenues pop et éclatantes, à l'opposé des canons de la griffe. C'est de l'artisanat. Mais c'est également de la production. Et c'était pour moi un défi de réfléchir à des vêtements quotidiens, plus pratiques que les miens. Ça a été vraiment une excellente expérience pour moi.
Le fleuron des expositions présentées dans la piscine de la Villa Noailles est toujours celle du président du jury mode. Cette année, il s'agit de Bertrand Guyon, directeur du style de la maison de couture Schiaparelli, également partenaire du festival. Chacun d'entre nous est plus que jamais aujourd'hui, surtout dans un contexte un peu particulier. On est tous concernés par ce qui se passe. Ça se traduit d'une manière personnelle à travers le travail de chacun, défendre la créativité, défendre la liberté de la créativité, de la création. C'est ça le plus important. Bertrand Guyon se bat avec succès pour moderniser Schiaparelli, se référant au passé pour l'inclure dans une démarche contemporaine, confiante, ouverte sur le monde. C'est le même esprit qui anime la gagnante du prix Galeries Lafayette, la française Marine Serre. Cette collection elle s'appelle Radical Call for Love et c'est un crash de sportwear avec des pièces et des vêtements de culture arabe et c'est vraiment l'idée d'un vêtement contemporain, de quelque chose qu'on a envie de porter maintenant et c'est une collection qui est entre autres arrivée juste après les attaques à Paris et Bruxelles et Radical Call for Love c'est vraiment un appel à l'amour et puis voilà, enfin, c'est assez simple en fait. En sus des prix mode et photo, le festival a ouvert cette année un concours accessoires. Parrainé par Swarovski, présidé par le chausseur Pierre Hardy, son jury a consacré la styliste Marine Schedel. Née à Rio d'une mère brésilienne et d'un père suisse guide de haute montagne, elle a conçu une chaussure en bois et cuir pour donner la sensation de s'élever. La mode, comme la société, doit pouvoir s'élever et s'ouvrir plutôt que s'enfermer. Dans le 9e arrondissement de Paris, le Palais Garnier, c'est le temple de la danse classique en France. Sa scène mythique a vu défiler les étoiles qui font rêver des générations de public. Mais la magie ne serait rien sans les petites mains qui, en coulisses, brodent les costumes, travaillent les chapeaux et habillent les artistes. C'est au soir de la répétition générale que tous ces costumes magnifiques vont rejoindre les coulisses. Des semaines auparavant, ils ont été préparés à épouser le corps du danseur dans les ateliers de l'Opéra Garnier. Un mélange de haute couture, de création et d'artisanat. À l'atelier tailleur, on habille l'homme qui danse. Deux choses, c'est que les danseurs, il faut qu'ils puissent bouger avec, ça c'est évident, mais il faut qu'ils soient beaux aussi. Du sur-mesure, bien sûr, et un savoir-faire au service de matières structurées pour donner forme aux pantalons, aux pourpoints, aux gilets. Ouais, super. Sur une veste, on met en moyenne 4 jours. On fait une petite bride sur de chaque côté. C'est-à-dire que s'ils sautent... S'ils sautent, pour pas que ça se soulève comme ça, tout est fixé. À l'atelier du flou, le tutu est roi. En tulle, en mousseline, en organza, cette forme, icône de la danse classique, a ici ses plus fervents soutiens. Des femmes spécialistes de l'arrondi, de la matière vaporeuse et de tout ce qui entoure de près le corps de la danseuse. Quand il s'agit d'un bustier de danseuse, il y a vraiment des protocoles. La plupart du temps, les bustiers sont entoilés. Les finitions de dos, c'est toujours cette finition avec des coulisses à baleine, des surpiqûres et une petite baleine dans le dos. La danse classique, c'est un peu sportif, presque violent parfois, donc il faut que les costumes résistent, ils tiennent bien. Des gestes précis, répétés inlassablement, jusqu'au sous-vêtement. Comme c'est près du corps, qui danse, beaucoup de transpiration. Donc c'est lavé tous les soirs. Nous, ça inclut aussi les dessous qu'on voit pas. Les strings, les culottes, les soutiens-gorge, les bandeaux de poitrine. On est sur tous les spectacles en fait. J'enfile les perles une par une. Ils sont un peu adaptés à la scène, c'est-à-dire que là par exemple, je fais des nœuds entre chaque perle
au cas où ça casse sur scène, qu'on ne se retrouve pas avec toutes les perles qui s'éparpillent entre les danseuses. Un spectacle destiné à être vu de loin. Trésors de patience, dormant dans les vitrines, verroteries, perles ou diadèmes engrillagés pour résister aux assauts des mouvements. Histoire de princes, de fées et d'animaux, l'imaginaire du ballet repose sur ces étagères. Chez les modistes, l'atelier dédié au chapeau. Je me demande, est-ce qu'on a besoin de mettre de l'or aussi? Une petite équipe s'affaire sur le feutre, la paille, la toile gommée, le filet. La première des missions d'un couvre-chef étant bien de tenir sur la tête du danseur. Ce chapeau a besoin d'être détendu un petit peu, donc on le met sur cet outil, on écarte. Il faut que ça reste confortable, il ne faut pas que ce soit lourd, il ne faut pas que ça tienne trop chaud non plus. En général, les artistes ont beaucoup à donner d'eux-mêmes et on fait tout pour ne pas les ennuyer. Dans l'ombre, les petites mains du Palais Garnier font des miracles au bénéfice des danseurs. 2 à 3 000 costumes sortent chaque année des ateliers. Donc là, c'est le deuxième essayage. C'est vrai que c'est une prise de rôle pour moi, donc ça sera la première fois que je le danse. Donc nos amis ici de la couture sont obligés de créer un costume sur mesure pour moi. Voilà, on a tout coupé là, où on a de quoi ressortir un peu. Des costumes de légende qui ne laissent personne indifférent, pas même les danseurs. Quand vous voyez les manches et tout le travail, bon déjà qui est magnifique, faut le dire, on peut s'accrocher, mais bon, c'est les risques du métier. On fait avec. Il faut que ce soit fluide. Si c'est fluide et que c'est élastique, on peut faire ce qu'on veut avec. Quand Roméo retrouve sa bien-aimée, un miracle de légèreté se produit. Dans l'ombre, une habilleuse attitrée attend Juliette. Elle lasse et délasse notre héroïne. Pour Roméo et Juliette, c'était le rôle de mes rêves. Et donc les costumes qui sont dedans font partie aussi. Ici à l'Opéra de Paris, quand on veut qu'on soit beau, on se sent beau dans le costume qu'on a. Merci, Le costume, c'est un peu sa seconde peau, un bout de son personnage. C'est un travail manuel, élevé au rang de métier d'art. Car quelle serait l'histoire, la musique et l'émotion de ces noces romantiques sans le chatoiement et la beauté des costumes? Et c'est sur cette note que l'on se quitte. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et je vous dis à la semaine prochaine.